Selon les investigations de l'INED et de l'INSEE, au milieu des années 1990, sur 100 enfants, 82 naissaient et avaient été désirés à ce moment-là. 10 avaient été désirés mais pas à ce moment-là. On les appelle d'une expression un petit peu cavalière, les mal planifiés, mais ils sont classés dans la catégorie des enfants désirés. Il subsistait un reliquat de 7 enfants, en fait c'est 7,4% d'enfants non désirés, de naissances non désirées. Elles étaient 3 fois supérieures au milieu des années 1960, elles étaient de l'ordre de 21%. Des phénomènes du même ordre sont observables dans toutes les sociétés qui ont connu la révolution démographique, qui se caractérisent, j'y reviendrai, par le passage d'une mortalité infantile et infanto-juvénile haute et d'une fécondité haute à une mortalité infantile et infanto-juvénile basse et une fécondité basse. Le recul de la mort aux âges jeunes et son déplacement vers la vieillesse, où elle se concentre à présent, en transformant les conditions de la venue au monde des enfants, a engendré la conception et la naissance d'enfants individuellement désirés, une rupture dans le mode de reproduction de l'espèce humaine. Je vais dans une première partie retracer cette généalogie de la naissance désirée, un processus qui s'étale sur presque 1000 ans et qui traverse 3 stades, les 3 stades de réduction de la fécondité. Dans une seconde partie, je décrirai les 3 conditions nouvelles qui déterminent l'infrastructure psychique de l'enfant issu de cette révolution sans précédent. Dans une troisième partie, je déclinerai quelques-unes des principales conséquences de cette nouvelle situation psychologique de l'enfant sur la formation et l'existence sociale de l'individu contemporain, et je conclurai brièvement. Première partie, donc, la théorie des 3 stades de réduction de la fécondité, d'où est issu l'enfant désiré. Jusqu'au XVIIIe siècle, les femmes étaient asservies aux nécessités de la survie démographique, qui n'étaient pas acquises, mais qui pouvaient aussi, en cas de surpopulation, déraper, et c'était le risque du monde rural trop plein. Comme l'ont montré Pierre Chaunu et un historien démographe britannique, John Agenall, dans l'Europe classique du XVIIe siècle, c'est l'âge au mariage tardif qui joue le rôle de régulateur démographique, de contraceptif social, en retardant l'entrée des femmes dans la reproduction, et qui permet à celles-ci, dans un contexte où les grossesses ne peuvent être ni prévenues par des méthodes artificielles, ni interrompues à grande échelle, d'assurer le renouvellement, voire un accroissement modéré de la population, en évitant les désordres qu'engendrerait une perte de maîtrise du rythme de son évolution. Après le mariage, naissaient presque tous les enfants qui pouvaient naître. Les femmes avaient en moyenne entre 5 et 6 enfants vivants, dont plus de la moitié n'atteignaient pas l'âge de reproduction. Selon Pierre Chaunu, le grand historien à qui j'emprunte cette description en fait du premier stade de réduction de la fécondité, il ne l'a pas appelé comme cela, mais c'est de cela qu'il s'agit, entre 1100, 1150 et 1550, un lent processus fait remonter sensiblement l'âge au mariage, ce nouveau régime démographique qui est acquis au XVIe siècle et qui est la clé de voûte de la démographie de la chrétienté latine occidentale depuis le XIVe siècle, dit Pierre Chaunu, s'accompagne presque naturellement d'un fort taux de célibat féminin définitif. Par chrétienté latine occidentale, il faut entendre l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie du Nord. Ce modèle sans précédent et sans corollaire n'a au départ qu'un but, freiner la fécondité pour répondre aux défis que constitue la formation sur une échelle inégalée d'un monde plein en Europe au XIVe siècle, le XIVe siècle étant l'âge d'or en quelque sorte, avant que n'arrive la guerre de Cent Ans et la peste au milieu du siècle qui va
engendrer une perte de la population européenne d'environ 40%. La chrétienté latine, réagissant d'une manière originale, se sépare du reste du monde, dans une large mesure même de son passé, et élabore un système de démographie qui est en fait un élément d'un système de civilisation. Ce système néglige les années de plus grande fécondabilité, entre 19 et 25 ans, et c'est le point de différenciation essentiel avec les pays à mariage précoce de l'Est européen, à partir de la Pologne, ou du reste du monde. La période de grande fécondité potentielle est comprise alors entre 26 et 40 ans. Compte tenu du risque de veuvage, ce système n'utilise que 40% du potentiel de reproduction de la population totale. En retardant l'entrée des femmes dans la phase reproductive, en réussissant à imposer une période préalable de continence ou de quasi-continence sexuelle, car il faut rappeler que les naissances illégitimes sont très rares, les jeunes hommes recourent au service occasionnel de prostituées, le modèle place sans le savoir les liens du couple au cœur de l'architecture sociale, libère un premier espace aux femmes et engendre de multiples conséquences qui sont celles du passage de l'antique lignage au noyau matrimonial. Ces conséquences sont la valorisation de l'enfant, la promotion de la femme, des nouveaux rapports à l'intérieur du couple qui commencent à s'élaborer et un besoin accru de l'investissement éducatif, bref, les germes de l'individualisation. Ce que nous décrivons là, d'ores et déjà, c'est une instrumentation du mariage par la fécondité. Autrement dit, c'est bien avant le XVIIIe siècle que les choses ont cessé d'être simples, que le mariage a cessé d'être un déterminant premier de la fécondité, et la fécondité, en quelque sorte, le récepteur passif du mariage. Voilà bien longtemps que, dans la civilisation occidentale de l'Ouest, le mariage est passé sous le contrôle de la fécondité. Ce processus lent, acquis au XVIe siècle, est le premier stade de développement et d'apparition de la famille moderne. Il se définit par un renversement, c'est le niveau de la fécondité que l'on veut atteindre qui décide finalement de l'âge au mariage. L'âge au mariage, le mariage donc, est instrumenté pour réduire la fécondité. L'utilisation du mariage comme moyen de diminuer la fécondité, la descendance finale des femmes, n'est rendue possible que par une conjonction historique. La presque parfaite adéquation entre mariage et fécondité, la stigmatisation des naissances hors mariage, bref, le contrôle social des naissances par l'institution matrimoniale. Et c'est pour cette raison que, dans la civilisation occidentale, d'où tout est parti, le mariage sera le ressort central de la sortie de la fécondité haute par le retardement de l'âge au mariage tout d'abord, c'est la contention des naissances, puis à l'intérieur du mariage lui-même par les pratiques de limitation des naissances, nous y reviendrons. Historiquement, il faut le dire, l'homme se déprend de la fécondité par et dans le mariage. Arrive le second stade de réduction de la fécondité qui commence en France au milieu du XVIIIe siècle et dans les autres pays européens environ 80 à 100 ans plus tard. C'est le stade de la diminution des naissances à l'intérieur du mariage. Pour vous donner une idée, en France, la fécondité va être divisée par deux entre 1750 et les années 1920, par des méthodes qui sont le coitus interruptus et une raréfaction des relations sexuelles complètes. Ce second stade, c'est le stade du recul de la mort. C'est un stade qu'on appelle également le stade de la transition démographique ou également de la révolution démographique. Il faut rappeler que au début du XVIIIe siècle, la mortalité infantile, donc la mortalité avant 1 an des enfants, était de l'ordre de 30%. Et que la moitié des enfants décédés entre 10 et étaient décédés entre 10 et 15 ans. À présent, pour bien donner une idée de l'éradication qui est intervenue, la mortalité infantile, donc avant 1 an, est d'environ 3-4 pour 1000 dans les pays développés, 4 pour 1000 en France. Autrement dit, elle a été divisée par 70.
non seulement il y avait la mortalité infantile, mais également la mortalité maternelle, dont on parle relativement peu, dont je parle beaucoup dans mon livre, qui était fort importante, qui était de l'ordre au milieu du XVIIIe siècle de 11,5 pour 1000. Et donc c'est un risque que l'on prenait à chaque fois que, naturellement, à chaque fois que la femme était enceinte et allait accoucher. Actuellement, la mortalité maternelle a été éradiquée. Elle est de l'ordre de 9 pour 100 000 en France. Autrement dit, elle a été divisée par un ordre de 130. La mortalité maternelle commence à diminuer bien après la diminution de la mortalité infantile. Et donc, la mort était au centre de la vie, et en particulier au centre de la vie des femmes et des enfants. Ce qui se passe dans ce second stade, c'est donc que la mortalité infantile commence à régresser et la fécondité va s'adapter à cette baisse de la mortalité. Il y a un délai, en général, entre la baisse de la mortalité et la baisse de la fécondité. C'est de l'importance de ce délai que va dépendre la dilatation de la population. En France, il se trouve que la réponse a été extrêmement brève, et donc la France n'a pas bénéficié des importantes augmentations de population qui ont eu lieu dans tous les pays voisins en Europe. Elle a péniblement augmenté sa population, un petit peu, tandis que la population anglaise, allemande, russe a été multipliée par 4, 5, 6, ce qui a complètement transformé d'ailleurs le destin de la France au milieu de l'Europe. Ceci nous éloigne un petit peu de notre sujet. Donc ce qui se passe dans le second stade de réduction de la fécondité, c'est que peu à peu, les enfants les enfants non désirés commencent à disparaître. Et que, d'une certaine manière, commence à apparaître tout doucement la distinction entre enfants désirés et enfants non désirés. Ils disparaissent durant le mariage. Ceci est naturellement absolument capital. C'est-à-dire que le mariage ne protège pas la fécondité. C'est à l'abri du mariage que la fécondité va être divisée par 2 en France. En particulier au XIXe siècle, il faut savoir qu'aucune génération féminine du XIXe siècle n'a renouvelé à égalité sa génération. Autrement dit, toutes les générations au XIXe siècle ont été déficitaires. Le seuil de renouvellement de la population était bien évidemment beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui il est de 2,1, il est enfant par femme, autrement dit, c'est un seuil pratiquement plancher. Et c'est au XIXe siècle, d'ailleurs, on peut dire que le mariage vit une sorte d'âge d'or. L'intensité de la nuptialité au XIXe siècle ne se dément nullement. Lorsque commence le 3e stade de réduction de la fécondité, au début des années 1960, il y a encore un peu plus de 40% d'enfants qui n'ont pas été positivement désirés, qui n'ont pas été prévus. Et d'ailleurs, quand on interroge par des enquêtes dans les maternités les femmes sur ce qu'elles auraient souhaité vis-à-vis de ces enfants qui ne sont pas désirés, eh bien, beaucoup disent que soit elles auraient voulu prévenir ces naissances, soit elles auraient recouru éventuellement à un avortement. Donc ce qui se passe au début des années 1960 et qui engendre vraiment le 3e stade de réduction de la fécondité, c'est l'arrivée des moyens de contraception médicaux, le stérilet, mais surtout la pilule de Pincus, qui est véritablement la bombe atomique, et d'autre part, d'abord, une sorte de légitimation sociale rampante de l'avortement, qui débouche sur sa légalisation entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1970. L'histoire est relativement connue, donc je n'insiste pas. La grande date presque centrale, c'est 1973. Aux États-Unis, la Cour suprême considère que l'avortement n'est pas contraire à la Constitution.
En France, donc, la loi est votée à l'automne 1974, elle passe devant le Conseil constitutionnel. C'est la loi donc, qui a été présentée par Simone Veil, gouvernement Chirac, présidence Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est la loi du 17 janvier 1975 qui sera revue 5 ans plus tard, qui sera la loi du 31 décembre 1979. Donc, ce qui se passe durant ce troisième stade, eh bien, c'est la diminution extrêmement importante des enfants de la composante non désirée de la fécondité. Autrement dit, jusqu'à présent, on était dans une situation de contraception d'arrêt, c'est-à-dire les couples avaient des enfants, puis lorsqu'ils estimaient en avoir assez, ils arrêtaient d'avoir des enfants. Tandis que dans le troisième stade, ce qui s'installe, c'est la contraception comme mode de vie conjugale, et lorsque l'on veut des enfants, bien on arrête la contraception. C'est pour ça que Jean-Claude Chenet dit que l'on passe de la contraception d'arrêt à l'arrêt de la contraception. Ces techniques sont tellement sûres, disponibles, complétées éventuellement par un avortement, que la fécondité, pour se réduire, peut sans aucun risque se passer du mariage. Je veux dire que la réduction de la fécondité, et en tout cas son contrôle pour la maintenir strictement à un niveau faible, qui est la condition de cette civilisation manifestement à vocation planétaire, peut se dispenser d'avoir à se servir du mariage pour arriver à ses fins. Les relations sexuelles régulières peuvent commencer très tôt, peu importe, tout est là à disposition. Il n'est plus besoin d'organiser une sorte de malthusianisme en jouant sur le début de la nuptialité. Ce n'est plus le mariage qui aura à garantir que la société ne sera pas confrontée à trop d'enfants. L'interdit des relations sexuelles précoces devient donc inutile du point de vue des risques de fécondité si les adolescents sont correctement éduqués, entre guillemets, et l'on s'y emploie. La société pourra même se payer le luxe de rétrécir la fécondité générale, autrement dit la fécondité va baisser, tout en autorisant des relations sexuelles précoces et en abandonnant le mariage en tant que régulateur de la fécondité. La logique de l'enfant du désir, arrivé à ses fins grâce à l'efficacité du nouvel arsenal de limitation des naissances aux enfants désirés, débouche naturellement sur l'émergence d'un système familial qui ne s'origine plus dans le mariage, qui dépasse l'antagonisme organisateur de ce système durant plusieurs siècles, et où le couple réuni, marié ou non, devient la cellule fondatrice de la famille. Le processus de réduction de la fécondité peut enfin se passer du mariage, le laisser à son destin, le déposer sur le chemin, le rendre à une histoire propre qui, d'une certaine manière, ne fait peut-être que commencer. On comprend pourquoi, à partir du moment où le mariage cesse l'instrument du contrôle et de la réduction de la fécondité, pourquoi on autorise les relations sexuelles avant le mariage et bien avant le mariage, mais on comprend pourquoi également ceci entraîne une crise de la morale et une crise de l'interdit. D'ailleurs, ce qu'on peut dire d'une certaine manière, c'est que si l'on regarde ce qui s'est passé de façon objective, c'est que ce n'est pas parce que les relations sexuelles avant le mariage étaient immorales qu'elles étaient interdites, c'est parce qu'elles menaçaient l'équilibre démographique qu'elles étaient déclarées immorales. La morale, pourtant, ne disparaît pas, elle se reforme autour des valeurs d'authenticité du lien. Les interdits ne disparaissent pas, leur ligne se reforme autour de valeurs telles que le refus de la maltraitance envers les enfants et les femmes ou la lutte contre la pédophilie. On se demande pourquoi la question de la pédophilie a pris tellement d'importance dans notre société. Il y a pratiquement, vous ouvrez un journal, il y a pratiquement une page sur la pédophilie, les affaires de pédophilie par jour. Eh bien, c'est précisément parce que l'ancienne digue des interdits, donc l'interdit des relations sexuelles avant le mariage, a sauté, et par conséquent, maintenant, reste à reformer une ligne d'interdit, une ligne où on dira ceci est autorisé à partir de tel âge, ceci n'est pas autorisé avant tel âge. Et tout l'enjeu de la lutte contre la pédophilie, c'est de reformer une digue d'interdit de relations sexuelles à partir d'un certain âge.
Mais on peut dire que l'ancien gouvernement des conduites a sombré en 30 ans, et nous repérons là, par conséquent, dans la structure même de la révolution du troisième stade, l'origine d'une crise de l'interdit qui, on le sait, suffirait presque à identifier les sociétés modernes contemporaines. Pour terminer cette première partie, je ferai la remarque suivante, c'est que la fécondité, au travers du processus multiséculaire de sa réduction, s'est affranchie des besoins de renouvellement de l'espèce. Elle est devenue autonome et c'est la découverte du désir d'enfant, quand le recul de la mort a transformé les conditions et le ressort de sa venue, qui a généré cette autonomie. Et là, véritablement, nous sommes entrés dans l'inconnu, c'est quelque chose qui n'a aucun précédent dans l'histoire de l'espèce humaine. Jusqu'à présent, la fécondité était une fonction de la mortalité. La fécondité était adaptée à la mortalité, et c'est la raison pour laquelle l'humanité arrivait à se renouveler et même à progresser sans se mettre elle-même en péril. À partir du moment où la mortalité diminue, se produit quelque chose qui n'avait pas été prévu en quelque sorte, c'est que la fécondité, au lieu de rester une fonction de la mortalité, devient une fonction du désir d'enfant. Et bien évidemment, ceci change tout, puisque la notion même de renouvellement de l'espèce disparaît de l'horizon de la fécondité qui n'est plus gouvernée que par le désir d'enfant. Dans une seconde partie, je vais maintenant essayer de décliner les nouveaux déterminants de l'infrastructure psychique de l'enfant, ce qui forme la personnalité de l'enfant. Sa personnalité de base, pourrait-on dire, pour reprendre un concept d'Abraham Gardiner. La formation du moi de l'enfant, la psychologie de l'enfant, sort en effet bouleversée du recul de la mort. La personne de l'enfant a été littéralement reconstruite par l'évolution récente qui nous a transportés d'un pôle où régnait la plénitude de la descendance à un pôle où règne, et s'est affirmée, la plénitude du désir d'enfant. Reconfigurée par l'évolution séculaire et ses aboutissements les plus récents, car ces aboutissements en effet sont très très récents, la personnalité psychologique de l'enfant contemporain présente 3 caractères. Le premier caractère, à l'origine de cette formation historiquement inédite de la personnalité, est donc qu'il est un enfant du désir. Truisme, si l'on en reste là. Il est un enfant du désir, mais non du désir sexuel. Il est un enfant du désir d'enfant. L'enfant est le fruit du désir d'enfant. Les jeunes filles perdent leur virginité sexuelle en majorité entre 17 ans et 18 ans et demi en Europe, mais elles ne perdent leur virginité de parturiente qu'une dizaine d'années plus tard, puisque l'âge moyen à la première naissance en Europe est compris entre 27 et 29 ans. La dissociation est complète et définitive entre le désir sexuel conjugal et le désir parental qui passe encore par une relation sexuelle. Mais cette dissociation entre la recherche du plaisir sexuel et la décision d'avoir un enfant est telle que c'est presque tout naturellement que les méthodes de procréation médicalement assistée se sont imposées et qu'elles ont déjà permis la naissance de millions d'enfants de par le monde. Donc, méthode de procréation médicalement assistée, insémination artificielle, tout d'abord, le plus souvent avec donneur, puis fécondation in vitro, qui toutes éliminent la relation sexuelle dans la procédure de reproduction et donc accentuent cette dissociation. Ajoutons à cette description le développement du concubinage, l'arrivée du premier enfant hors mariage. En France, 60% des premiers enfants à peu près naissent hors mariage, et le maintien d'une forte propension au mariage, mais tardif, et l'on peut d'un coup juger de ce qui a changé depuis l'Europe classique, depuis le XVIIe siècle, où le mariage ouvrait à des relations sexuelles régulières qui l'autorisaient, ce qui fixait le niveau de la fécondité,
sans dissocier les relations sexuelles selon leur utilité, reproductive ou non. Avoir des relations sexuelles signifiait pouvoir donner immédiatement naissance à un enfant. Mariage, sexualité et reproduction étaient complètement liés, ils marchaient ensemble dès le premier instant du mariage qui était décisif. À présent, l'entrée dans des relations sexuelles régulières a lieu indépendamment d'une institution qui l'autorise, des années, presque une vie, avant l'arrivée du premier enfant, le mariage n'intervenant le plus souvent qu'ultérieurement, quand il intervient, mais la majorité des individus se marieront ou se paxeront ou s'allieront de façon plus ou moins institutionnelle. D'une institution sociale qui régulait l'ensemble dans une même unité de temps, de lieu et d'action, pourrait-on dire, mais qui fixait aussi un ordre très précis, mariage, sexe, enfant, nous sommes passés à une temporalité largement inversée, sexe, enfant, mariage, et qui surtout dissocie ces termes, réservant un temps à l'accomplissement de chacun, dès lors entièrement soumis au consentement réciproque des individus, et qui prennent la forme de désirs séparément institués, le désir sexuel, le désir d'enfant, le désir d'alliance. D'ailleurs, on peut en rester au désir sexuel et ne pas aller jusqu'au désir d'enfant, on peut aller jusqu'au désir d'enfant et s'arrêter avant le désir d'alliance. Cette dissociation du désir sexuel et du désir d'enfant est extrêmement importante. Je pense d'ailleurs que je vais être amené à écrire un petit livre sur le sujet. Ce que je voudrais dire ici, pour compléter, c'est que c'est dans cette dissociation du désir sexuel et du désir d'enfant, dans cet isolement du désir d'enfant et cette méfiance du rapport sexuel, cette volonté de ne pas souiller le désir d'enfant par l'instinct de chair, que s'est engouffrée la revendication de l'homoparentalité. C'est ce qu'il explique. Que c'est spontanément légitimé le désir des homosexuels d'avoir des enfants, bien que, ou puisque, leur sexualité ne leur permettait pas d'en avoir. D'une certaine manière, l'homoparentalité, en dissociant absolument l'acte médicalisé de la reproduction de l'acte sexuel, réalise et incarne l'idéal du désir d'enfant moderne, désincarné du sexe, immaculé. Les revendications homosexuelles de donner naissance et d'élever des enfants sont une illustration imprévue et une conséquence de la logique de l'enfant du désir. Un désir de l'enfant conçu non comme une reproduction naturelle de l'espèce et comme la conséquence fécondante d'une relation sexuelle, mais à l'écart de l'acte sexuel, pour faire famille, malgré la non-complémentarité apparente au moins de sexe. Le second caractère qui va définir la personnalité de l'enfant, la perception qu'en auront ses parents, la société, autour duquel vont se bâtir son être futur et sa propre entrée dans la société, et la certitude que, sauf accident, il est appelé à vivre. La mort disparaît de son horizon, de son environnement. Elle est remplacée par la crainte de la maladie, qui a entraîné l'explosion compulsive du recours à la pédiatrie. L'individu qui naît restera, il va rapidement le savoir, puisqu'on va le lui faire savoir, sentir, le considérer comme quelqu'un de très important, appelé à jouer un rôle, à s'inscrire sans coup férir dans l'avenir. L'horizon de la mort ne disparaît pas seulement parce que lui est assuré de vivre, mais aussi parce que la mort disparaît autour de lui. L'enfant est élevé comme un immortel dans un monde d'immortels, où la mort des êtres de moins de 50 ans, lorsqu'elle survient, est vécue comme un drame injuste et anormal, et où la mort des personnes âgées, en quelque sorte, le confortera dans son idée que pour lui, ça n'est pas près d'arriver. Alors qu'autrefois, comme je l'ai dit, mais je le répète, et jusqu'à une période récente, non seulement le sentiment que la vie pérenne était assurée n'était pas transmis par les parents, mais l'enfant était environné par la mort de frères, de sœurs, de mères, de pères. Et c'est la raison pour laquelle la fécondité était une fécondité pour moitié de renouvellement par anticipation. On prévoyait que la moitié des enfants allait rapidement disparaître.
C'est pour moi l'occasion d'introduire un troisième caractère, présidente à l'arrivée et à la constitution sociale et psychologique de l'enfant. L'enfant de l'Ancien Régime était placé dans des conditions qui en faisaient le maillon d'une chaîne. Il naissait dans une famille où il y aurait de nombreuses naissances, et même si les tragédies du temps le laissaient enfant unique, il aurait appartenu à une fratrie. L'enfant était en règle générale le membre putatif d'une famille nombreuse. Nous avons d'ailleurs un exemple assez connu dans la littérature d'un enfant unique, mais qui en réalité se considérait comme l'enfant d'une famille nombreuse. C'est Alfred de Vigny, qui était le seul rescapé d'une famille de quatre enfants, de 4 petits. Il n'avait pas connu ses 3 premiers frères morts en bas âge, mais on le lui en avait parlé, et il vivait avec lui en quelque sorte, et d'ailleurs, il en parle à plusieurs reprises, comme vous savez, dans le journal d'un poète. Donc, il était apparemment unique, mais ça n'était pas un enfant unique. Le fait de ne plus être le maillon d'une chaîne est quelque chose de très récent. Parmi les enfants dont la mère est née entre 1900 et 1930, donc qui ont terminé leur période de fécondité entre 1950 et 1980, plus de la moitié sont issus d'une fratrie de 4 enfants ou plus, plus de la moitié, alors que seulement 20 à 25% des femmes ont eu 4 enfants ou davantage. Parmi les enfants dont la mère est née en 1930, donc fin de vie féconde, 1980, les enfants issus de fratries très nombreuses, 5 enfants ou plus, comptaient encore pour 40% du total des enfants. Pour les femmes nées 30 ans plus tard, donc qui ont pratiquement achevé leur vie féconde, nées donc en 1960, ces enfants ne comptent plus que pour 10%. Aujourd'hui, la moitié des enfants a 0 ou un seul frère ou sœur, et une famille de 2 enfants, on peut dire que c'est une famille constituée d'un enfant unique et d'un enfant unique. C'est une famille de 2 enfants uniques, chacun sélectionné, choisi, et ainsi pourrait-on dire d'une famille de 3 enfants que c'est une famille de 3 enfants uniques. Pour un petit peu mesurer le chemin parcouru et d'où nous venons, on pourrait parler de Chateaubriand, de la famille de Chateaubriand. Chateaubriand était le dernier enfant d'une famille de 10 enfants. 9 étaient nés avant lui. Et donc, ce sont des enfants qui sont nés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Apolline de Bedée, sa mère, a commencé par avoir 4 enfants qui sont tous morts en bas âge. Puis, elle a eu un mâle, un enfant, un garçon, et pour assurer la lignée, eh bien, on a fait en sorte, la famille Chateaubriand a fait en sorte d'avoir un second garçon. Mais sont nées d'abord une fille, ensuite une autre fille, une troisième fille, une quatrième fille, et donc finalement est né un garçon, qui a été Chateaubriand le petit. Et Chateaubriand donc a parlé de ceci dans des pages célèbres des Mémoires d'Outre-Tombe. Il a dit « Il est probable que mes 4 sœurs durent leur existence au désir de mon père d'avoir son nom assuré par l'arrivée d'un second garçon. Je résistais, j'avais aversion pour la vie. » Chateaubriand fut d'abord un homme profondément triste, et cette tristesse s'ancre dans la certitude de ne pas avoir été voulu pour lui-même, mais d'être un fruit de circonstances, interchangeable, un fruit du devoir, et nous voyons par là même prendre forme une exigence psychologique qui va révolutionner la condition humaine. Chateaubriand étant bien évidemment un homme de la frontière, quelqu'un qui a connu l'Ancien Régime, y compris l'Ancien Régime politique, et qui a tout deviné du nouveau régime. Le grand critique Jules Lemaître, d'ailleurs, a pu écrire de ces pages que je vous ai lues, dont je vous ai lu un extrait. Son père et sa mère ne l'avaient donc pas désiré pour lui-même. Il n'a pas été extrêmement aimé par eux. Il les a peu aimés. Ce qui, notez-le bien, jusqu'à cette époque, n'avait pas beaucoup d'importance et ne faisait pas des enfants fragiles. Alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, il en irait. Et il en va tout à fait autrement. Ce troisième caractère achève donc de constituer la personnalité de l'enfant. 1. Fruit d'une reproduction dirigée, voulue. 2.
libérée du risque de mort et d'un environnement où elle pouvait officier à tout moment. 3. S'épanouissant au surplus, sans l'entrave du nombre, hors de la société d'une fratrie ou dans une fratrie limitée, où le faible nombre diminue les obligations de coopérer, mais accentue les occasions de concurrence ou de développement séparés. L'humilité à laquelle confinait la menace de la mort et le sentiment de n'être qu'un élément parmi d'autres, l'enfant, puis l'adulte, était compensée par la fierté d'appartenance, fierté d'appartenir à une famille, une lignée, une communauté, une religion, un milieu, qui en était la contrepartie. La fierté d'appartenir a été remplacée par la fierté d'être soi, soi et personne d'autre, ce que Chateaubriand appelait la manie d'être. S'il y a quelque chose qui s'est irrémédiablement évaporé avec l'installation de ce nouveau régime éducationnel, c'est l'humilité des enfants, c'est l'humilité des jeunes. Dans une troisième division, je vais décliner quelques-unes des principales conséquences de ces nouvelles conditions de formation et d'apparition des enfants, les conséquences de ce nouveau régime de production de l'enfant, si vous voulez, pour utiliser une expression qui nous ramène en 40 ans en arrière. Je vais distinguer 6 conséquences, faire 6 remarques. La première tourne autour de la crise de l'interdit encore et la question de l'accession à l'autonomie. Que l'enfant soit le fruit du désir d'enfant a entraîné et entraîne des conséquences psychologiques et sociales majeures. Une telle circonstance d'arrivée au monde ne s'élimine pas, bien sûr, avec la naissance. Au contraire, elle va dominer la relation que l'enfant entretient avec ses parents, et on peut dire que, d'une certaine manière, l'enfant ne va cesser de vouloir interroger, dans la relation éducative, mais aussi dans la relation quotidienne, à propos de tout et de rien, ses parents pour vérifier qu'il est bien un enfant du désir d'enfant. Qu'il l'ait été ou non, d'ailleurs, peu importe. Pourquoi t'opposes-tu à ce que je veux faire, à mon désir, puisque tu m'as désiré? Telle est l'interrogation subliminale qui parcourt et domine l'ensemble de la relation enfant-parent. D'ailleurs, beaucoup en cette période de préparation des fêtes, tandis que les parents, de leur côté, se posent sans cesse la question inverse, mais pourquoi est-ce que je m'oppose à son désir puisque je l'ai désiré? Autrement dit, que l'enfant soit devenu l'enfant du désir d'enfant est à la source, et l'une des sources, de la fantastique crise de l'interdit qui frappe ou spécifie les sociétés contemporaines, dont j'ai déjà parlé, et nous identifions donc là une seconde source de la crise de l'interdit et de la crise de la morale. Mais il y a plus, car c'est le fait que l'enfant soit un enfant du désir d'enfant qui explique que l'accès à l'autonomie ait pris tellement d'importance dans l'éducation et que ce soit devenu l'impératif éducatif majeur de nos sociétés. Dès la maternelle, on la rencontre. La crainte de retarder l'accession des enfants à l'autonomie est très forte et générale. Pourquoi faut-il faire accéder les enfants à l'autonomie? Eh bien, c'est parce que c'est administrer la confirmation expérimentale qu'il n'a été conçu à d'autres fins que d'être lui-même, qui n'a été conçu ni par inadvertance, ni par convention sociale, ni par finalité holiste, ni par devoir. Si c'est bien ce moi qui a été voulu, il est de la plus haute urgence qu'il se manifeste dès que possible. L'autonomie est la preuve que l'enfant était bien un enfant désiré. Preuve pour lui-même, preuve pour ses parents, preuve pour la société, qui cherche à éradiquer les naissances non désirées. L'enfant du désir d'enfant se réalise dans l'accès à l'autonomie. Si l'enfant a bien été désiré, il doit s'incarner au plus vite dans un être de désir devant
quoi plus rien n'est opposable qui ne vienne de lui. Il y a une légitimité difficile à trouver à vouloir s'opposer au désir de son enfant, puisqu'on l'a désiré. Chaque décision éducative doit faire maintenant l'objet d'une sorte de débat intérieur. Voilà qui explique la sacralisation de la mise en autonomie précoce de l'enfant, puisqu'elle équivaut à une délivrance la plus rapide possible du moi unique et irréductible qu'il abrite, un moi inconnaissable par personne d'autre que lui-même. Une seconde conséquence, une seconde remarque, l'individu moderne, né du désir des autres, est structuré dans son rapport au monde par cette relation primitive. Donc, on repart du point de départ, qui est le point absolument central, à savoir que la constitution de la personnalité de l'enfant est liée à une attente fondamentale de lui-même que doivent primitivement exprimer ses géniteurs, ou ses parents, s'ils ne sont pas géniteurs. L'idéal de l'individu ne sera pas d'être lui-même seul et sans rapport avec les autres, puisque c'est du désir qu'ont les autres qu'ils vivent ou pas, que va dépendre son existence entière, à partir des grands moments fondateurs de la relation qu'il construira avec le monde par l'intermédiaire de ses parents. La grande erreur des analyses ordinaires de l'individualisme, celles qui le craignent comme celles qui prétendent l'encenser, consiste à croire ou à supposer que l'individu individualisé, l'individu issu de l'individualisation, le processus que nous essayons de mettre au jour, fourni à la société par le processus d'individualisation, pourrait ou souhaiterait vivre sans les autres. Il ne peut vivre sans les autres, il ne peut vivre que par les autres, et je fais ici uniquement allusion à sa psychologie. Or seule la généalogie de l'individualisation permet de le saisir, permet de mesurer le potentiel de sociabilité interpersonnelle que recèle ce que j'appelle le processus, et qui explique pourquoi les sociétés individualistes ne sont en rien des sociétés atomisées, mais des sociétés où le lien est réarticulé autour du désir de l'autre, de la personnalité de l'autre. La psychologie de l'individu moderne issu du recul de la mort est complètement réélaborée au regard des périodes qui l'ont précédée, autour du fait d'avoir été ou d'avoir cru être un enfant du désir, ou non, par ses auteurs, circonstances constitutives qui continueront sa vie durant à déterminer sa relation au monde, son envie de vivre, ses pulsions vitales demeurant dépendantes du désir des autres. L'âge d'or de l'individu moderne sera souvent pour cette raison l'enfance, car l'enfance est ce lieu où, de toute sa vie, dans la plupart des cas, il aura pu éprouver, auprès de ses parents, une sorte de désir sans faille, non rétractable, avant d'entrer dans deux mondes redoutables, le monde des pères, P-A-I-R-S, et le monde des adultes, autrement dit dans la société, où rien ne sera jamais acquis, c'est-à-dire où le désir d'ego, de moi, par alter, par l'autre, ne sera jamais acquis, ou au contraire, ego sera souvent déprécié par l'autre, ou parfois même l'autre voudra éliminer ego. L'individu moderne, en quelque sorte né du désir des autres, ne peut vivre en dehors de cette réaffirmation permanente qui, après les parents, sera recherchée chez tout autre avec lequel il sera mis en relation. La tragédie de l'individu moderne d'où découle sa psychologie et s'originent ses maladies d'époque, telles que la dépression chronique, et qui ne peut être lui-même s'il ne sent pas, s'il ne peut plus faire l'expérience que l'autre désire qu'il soit lui-même, ou s'il a des doutes sur ce désir. Ce n'est pas être soi qui fatigue et déprime. À l'inverse, c'est ne pas pouvoir être soi dans le désir que les autres ont ou non de vous, qui épuise et rend mélancolique l'homme moderne. Une troisième conséquence,
est une conséquence, elle aussi, sociale, et qui nous aide peut-être à comprendre comment fonctionnent les sociétés modernes. L'individualisation est un phénomène psychologique et social qui place au centre le désir d'être souhaité et accueilli par les autres comme une condition de la vie commune, mais également comme une condition de la production de la singularité. Alors que la concurrence universelle, démocratique, fondée sur l'égalité des conditions, place au centre la compétition, autrement dit la domination, voire l'élimination de l'autre, autrement dit son contraire. La concurrence, loin d'être le prolongement de l'individualisation, est la dénégation même de ce qui a historiquement constitué l'individu. Dans les sociétés démocratiques se rejoignent donc deux histoires, deux généalogies de l'individu, si l'on veut, qui proposent des tensions inverses de la relation sociale. La généalogie démocratique, fondée sur la compétition et l'égalité des conditions, propose à l'individu individué de lutter contre l'autre dans le cadre d'une offre des places, des fortunes et des fonctions qui s'est généralisée ou qui se serait généralisée. La généalogie de l'individualisation, celle qui forme la psychologie, propose à l'individu de ne véritablement exister que s'il est désiré par l'autre. Les sociétés modernes sont la résultante de l'articulation de ces deux mécanismes. Elles sont élaborées et construites sur cette contradiction où l'individu individualisé, constitué dans sa personnalité de base, vient sans cesse rappeler à l'ordre un individu individué, dans une démocratie qui pourrait un jour devenir parfaite, c'est-à-dire parfaitement invivable. J'ai d'ailleurs développé ce thème en analysant le spectacle sportif, qui est l'image en un sens effroyable de ce que serait la réalisation de la concurrence parfaite, guerre de tous contre tous, entre compétiteurs quasi égaux. C'est donc l'individu qui calme la démocratie, la pollinise, la civilise, et non l'individu qui la menace. Quatrième conséquence, l'individualisation ne conduit pas, stricto sensu, au narcissisme. C'est que, on l'a vu, l'individualisation est précisément son contraire, puisqu'elle ne s'élabore ni contre la filiation, ni contre l'origine, mais bien par la filiation et par l'origine. On ne peut s'individualiser que par la filiation et par l'origine, c'est ce que nous montre l'histoire de l'individu. Le moi ne peut devenir ce centre que par là, et donc, plutôt que de parler de narcissisme, je parlerai d'égocentrisme. L'égocentrisme est un produit naturel de l'individualisation, quand le narcissisme en est sa pathologie, la rupture ou la carence du phénomène d'individualisation, qui est donc décidé et construit par une relation. Et je dirais que peut-être le message central de ce que je suis en train de dire, c'est ceci: l'individualisation est une relation. Et c'est pourquoi l'individualisation est exactement le contraire d'un mécanisme d'atomisation, comme je l'ai déjà dit, qu'il devient en effet dans le narcissisme ou quand le mécanisme de désir par les autres se rompt. Les ressources du moi, voire le sentiment de toute puissance, ne se découvrent et ne s'autonomisent qu'en continuité avec la filiation, avec l'origine, et si la structure du désir était habitée, prolongée par des relais parentaux, si les parents ont été relayés par des individus ou des groupes d'individus extérieurs à la parentèle. L'individualisation résulte donc d'un double mouvement. Le moi ne peut se construire et donc se séparer que par une adhésion constitutive. L'enfant ne peut être à l'origine de lui-même que par la certitude qu'il n'est pas l'origine de lui-même. Une cinquième conséquence liée toujours à cette idée que l'individualisation, après le recul de la mort,
est une individualisation par l'origine et non contre l'origine. Ceci est crucial pour comprendre ce qui se passe et se passera dans nos sociétés. Un tel caractère permet de comprendre pourquoi l'individualisme, dans le cours de son évolution, rencontre si facilement le souci des origines, la douleur des origines, et pourquoi l'individualisation mène, non à nier ou oublier les filiations, comme l'avait cru Tocqueville en allant en Amérique en 1830 et en revenant. L'individualisation mène à la recherche généalogique et aussi volontiers à la recherche identitaire, à l'adhésion à des identités collectives. Si l'individualisation était un mécanisme d'isolement, il nous aurait déjà transportés dans une société aux antipodes de celle qui s'est dessinée et qu'a d'ailleurs décrite Tocqueville dans le second tome de la démocratie en Amérique. Or, c'est son organisation même qui conduit à la redécouverte, à l'exploration de ces identités. Elles ne sont plus une tradition immanente, imposée sans que l'on s'en rende compte aux individus, mais le fruit reconstruit par un long travail de remontée aux sources et de réincorporation. Pour paraphraser un mot que Jaurès utilisait à propos de l'internationalisme, je dirais que un peu d'individualisme éloigne de la communauté, beaucoup d'individualisme y ramène à la sienne ou à celle des autres. Car l'individu moderne n'appartient pas, avant de s'être connu pleinement, sujet psychologiquement autonome. L'appartenance n'est plus cette prison des origines collectives. Les sociétés individualistes seront composées d'individus obsédés par l'origine et donc par l'identité. Une sixième remarque, je crois qu'il y en a 7 d'ailleurs, je me suis trompé dans mon décompte. Une sixième remarque pour préciser ce que l'on entend, ce que j'entends par ce que l'on peut entendre par autonomie. Le moi, en effet, s'autorise pour apparaître du désir de ses auteurs qui se prouve dans l'autonomie que le sujet acquiert. Mais les sociétés individualistes sont ambivalentes. Autant l'autonomisation précoce est une norme éducative impérieuse et l'autonomie une valeur d'excellence, autant la société résiste, panique même, à l'idée d'autonomie et craint qu'elle ne se réalise véritablement. Et en effet, si les individus étaient véritablement autonomes, autonormes, c'est-à-dire chacun définissant sa norme de vie, leur déliaison serait telle qu'elle conduirait au chaos, à la folie générale des hommes. Aussi sont-ils soumis à une inquisition sociale sans cesse réinventée et réinstituée, qui limite le spectre des choix légitimes ou licites après avoir fait croire à une infinité de possibles. D'où cette constatation, l'autonomie augmente, mais l'amplitude des choix est réduite. Cette analyse n'invalide en rien le projet individualiste, ni l'individuation des personnes. On se tromperait complètement si l'on pensait que les sociétés individualistes sont des sociétés instaurant un libre choix, liquidant la contrainte sociale. Leur but n'est absolument pas de rendre l'individu indépendant de la société, il est de faire émerger le moi psychologique de chacun, le moi attendu et unique de chacun, et c'est seulement en ce sens qu'il faut comprendre l'expression d'une autonomie pleine et entière de l'individu, pour reprendre l'expression souvent utilisée, en particulier dans les déclarations de droit. En quoi réside l'individualisation? J'ai ici fait d'ailleurs un usage d'une opposition qui figure chez Nietzsche entre l'indépendance et l'autonomie, Nietzsche étant un ennemi de l'autonomie, un adepte de l'indépendance. Je terminerai, je crois, par une septième remarque avant de conclure, pour dire que ce qui caractérise l'homme issu du recul de la mort n'est donc pas le désir d'être seul, mais la crainte d'être seul, c'est-à-dire de ne plus être désiré par personne.
Ce désir, pour l'essentiel, n'a rien de sexuel. Il n'est pas sexuel et n'est pas construit principalement ou centralement par la sexualité. L'individu contemporain est aux prises avec une contradiction non soluble, puisqu'il veut tout à la fois être l'objet du désir des autres et le sujet d'une autonomie. Il est aliéné aux autres, dépendant des autres, d'un hétérodésir, tout en menant et voulant mener une vie qui ne doit rien à personne. On pourrait dire que son existence dépend des autres sans les vouloir vraiment. Et c'est pourquoi, d'une part, les sociétés individualistes sont des sociétés marquées par une crise fantastique de la relation de proximité, et pourquoi l'idéal de l'individu ainsi constitué est en quelque sorte une situation de proximité éloignée. Or, cette situation de proximité éloignée ne se réalise jamais mieux que dans le réseau, et c'est la raison pour laquelle, vraisemblablement, l'individu moderne a plongé sur les ressources offertes par l'informatique. On pourra aussi d'ailleurs expliquer ainsi le boom des campagnes humanitaires d'aide à distance. Je conclurai en disant que ce que transmettent les parents avant tout aujourd'hui, ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'héritage patrimonial, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une histoire, c'est tout cela, mais qui compte bien moins que la possibilité qu'ils donnent ou non à leurs enfants de se constituer comme sujet. Les parents transmettent en ce sens doublement la vie à leurs enfants, la vie physiologique, mais aussi la vie psychologique, la possibilité d'animer ce corps dans un sujet qui est au départ les meilleures chances de ne pas être carencé. Telle est à présent et pour l'avenir la première des fonctions familiales. Et pourquoi la famille ? Entendons la structure formée des parents et des enfants, va continuer à jouer un rôle social capital et celle-ci demeurer une cellule de base. Non pas au sens où une organisation compliquée de la parenté définirait la société elle-même comme dans les sociétés primitives, non pas au sens où la famille fournirait le modèle de la structure sociale comme dans les sociétés patriarcales de l'Ancien Régime, mais au sens où elle règle et définit le potentiel psychologique de l'individu dans son existence sociale, au sens où elle est la cellule de base psychosociale de l'individu. De cellule de base, tout ceci étant naturellement entre guillemets, de la société appelée à renouveler l'espèce, la famille est devenue cellule de base de l'individu, appelée à produire de la singularité. À son fondement même, il y a l'atome de parenté le plus simple, parent-enfant, mais adulte lié désormais par le désir d'enfant, loin d'être devenu quantité négligeable, repoussée par l'évolution dans les marges, la parenté, dégagée de sa gangue anthropologique, est réapparue dans une valeur et une configuration épurée, comme le cœur même de l'individualisation, son lieu de fabrique. Je vous remercie.